Bonjour, je m'appelle Betsabé. Aujourd'hui, peu de personnes connaissent leur histoire, leurs origines, et moi la première. J'ai décidé de commencer ce que j'appelle une grande aventure, comprendre les pierres de la ville de mon enfance. Ce podcast est le témoignage de mes diverses rencontres auprès de passionnés d'histoire et de professionnels qui nous transportent dans le passé. Et toutes ces histoires commencent par « Il était une fois, Dinan ». Dans la première partie, nous avons pu parler de la création de Dinan, de la naissance d'une agglomération castrale, avec Julien Bachelier. Dans celle-ci, nous allons parler de son évolution urbaine et de ses diverses activités qui ont fait d'elle une ville. L'autre caractéristique de Dinan, c'est l'importance de ce que nous on appelle l'économie. C'est-à-dire que c'est une analyse régionale quand on s'intéresse aux autres agglomérations autour, en Bretagne pour faire simple, qui sont autour de Dinan, en Haute-Bretagne. On s'aperçoit du dynamisme économique de Dinan. Alors, à travers plusieurs indices, il y a l'importance des foires, des marchés, c'est-à-dire ce qu'on appellerait des réunions commerciales. Alors, le marché, c'est pas spécialement original, c'est une réunion hebdomadaire, de mémoire, c'est le jeudi à Dinan, du moins au Moyen-Âge. Puis ensuite, on a des foires. Et là aussi, c'est très classique. La particularité de Dinan, c'est que ces foires sont très souvent mentionnées. Alors, très souvent, c'est relatif. En 300 ans, je dois avoir une quinzaine de mentions. Mais comparé à d'autres villes où j'ai une ou deux mentions, ça donne l'impression qu'à Dinan, c'est dynamique. Donc il y avait vraisemblablement au moins 2 foires à Dinan. Et puis l'autre originalité de Dinan, si on pourrait y revenir, c'est l'importance du vin, les coteaux de vigne qui étaient tout au long de la Rance. Pouvons-nous nous rendre compte de cette transformation urbaine à Dinan ? Dans la documentation écrite, là, à nouveau, on s'en rend compte de manière indirecte. C'est-à-dire qu'on va un peu compter, ce qu'on appellerait des critères. C'est-à-dire on voit le paysage se mettre en place. On a le château, au début XIe siècle. On a des lieux de culte qui se mettent en place fin XIe, début XIIe. Puis vu qu'il y a un partage paroissial, c'est donc qu'il y a suffisamment de population, mais cette population est quasiment jamais mentionnée dans les documents. S'il y a un partage paroissial, c'est vraisemblablement il y a du monde. Et cette population, en fait, ces activités, ça va apparaître de manière très, très, très ponctuelle dans les documents. Un tout petit peu au XIIe siècle, on a des marchands, mais on ne sait pas spécialement préciser quelles sont leurs activités. C'est plus au XIIIe siècle, on a des activités liées au drap, liées à la pelleterie, c'est-à-dire le travail des draps et également de la peau, des feutriers. Ce sont des activités économiques qui sont liées donc au drap, au tissu en général, mais ça apparaît plutôt au XIIIe siècle. Et donc on a comme ça quelques indices qui montrent une organisation économique, mais vous voyez, c'est vraiment très très ponctuel. Et c'est sur le temps long, sur 150-200 ans, qu'on voit les choses progressivement se mettre en place. Alors est-ce que c'est voulu, organisé par le seigneur ? C'est l'un des objets du débat. C'est-à-dire est-ce que les seigneurs ont fait exprès de créer des activités économiques ? Est-ce que c'est spontané ? Au Moyen-Âge, il y a très peu de choses qui sont spontanées. C'est-à-dire que le seigneur contrôle tout au maximum, et donc vraisemblablement, il y a un encadrement. C'est-à-dire que le seigneur crée des foires, crée des marchés, et il encadre tout ça. On déteste le désordre au Moyen-Âge, donc tout ça est encadré. Et donc, vraisemblablement, c'est le seigneur qui dit le jour où un marché doit être organisé, qui organise la tenue des foires. De toute façon, c'est lui qui est chargé de la sécurité, la sûreté au niveau des foires, prélèvement des taxes, surveillance des poids et mesures. Mais donc, on a une véritable originalité autour de Dinan qui se met en place au cours du XIIe siècle avec cette activité économique. Alors, c'est très fugace. On voit des marchands qui sont mentionnés à Dinan et on n'a pas ça dans d'autres villes. Et donc, vu que la documentation ne dépareille pas entre Dinan et les autres villes, là, il y a une originalité qui est liée à Dinan. Alors après, on ne sait pas trop ce que font ces marchands, ni pourquoi ils sont importants. À Dinan, nous pouvons retrouver plusieurs activités économiques. Globalement, c'est relativement classique. On retrouverait ça dans d'autres villes. En Occident, il n'y a pas d'originalité particulière. Il y a ce qu'on observe dans la ville de Dinan et les connexions de la ville de Dinan avec ses campagnes. Ça se met en place au XIIe, XIIIe siècle. Vraisemblablement, on peut parler de villes à Dinan au cours du XIIe siècle. C'est-à-dire qu'avant, on a plusieurs bourgs, vraisemblablement 2 à Dinan, qui donnent une allure un peu éclatée à la ville. Il y a 2 noyaux, un au nord et un au sud, et puis le château qui est un peu à part. Progressivement, au cours du XIIe siècle, on a dans les textes la mention du mot ville. Alors, le mot ville, c'est un peu particulier, c'est ce qu'on appelle la villa. Le problème, c'est que villa, ça peut se traduire par village aussi. C'est compliqué de traduire. Et donc, dans cette ville qui se met en place au cours du XIIe siècle, on a des activités relativement classiques qui sont liées avec les campagnes. Alors, ça apparaît très peu dans la documentation, c'est tout ce qui est trafic de céréales, l'approvisionnement. En fait, c'est tellement commun que les documents n'en parlent pas. Là aussi, ça passe en dehors de la documentation, enfin, ça passe un peu sous les radars. Ensuite, on a l'importance du petit commerce.
Petit commerce, c'est-à-dire ce qui se fait au quotidien, les marchands du quotidien. On sait qu'ils sont présents, ils apparaissent très peu dans la documentation, éventuellement ils sont voisins d'un individu qui est plus riche, et donc vu qu'ils sont voisins, ils apparaissent dans un document, mais uniquement parce qu'ils sont voisins. Ils seraient sur notre parcelle, il n'y aura pas de mention. Donc c'est tout ce qui est lié au commerce, par exemple les tavernes, l'alimentation, les métiers de bouche qu'on appelle de manière classique dans les villes médiévales. On n'a pas d'estimation, mais l'importance des bouchers, des boulangers dans les villes médiévales. Et puis pointe à Dinan, deux originalités qui sont liées à l'activité textile notamment. Dès le XIIe, XIIIe siècle, on voit poindre alors ce que nous, au Moyen-Âge, on appelle parfois de l'industrie, mais ce qui fait rire comparé au XIXe siècle. Donc parfois on parle de proto-industrie. Mais pour l'époque médiévale, c'est l'industrie vraisemblablement. On a des artisans qui fabriquent... Alors, dans quelles conditions, on n'en sait trop rien pour Dinan, mais on a comme ça des petits noyaux artisanaux qui se mettent en place et qui se développent. Et l'autre activité économique et originale à Dinan, c'est la vigne. Tout le long du Val de Rance, on a beaucoup de documentation qui montre dès le XIIe, XIIIe siècle l'implantation de vignes. Il y a plusieurs dizaines de mentions et on s'aperçoit que ce sont alors, une bonne partie je ne vais pas dire toutes les catégories sociales, mais les seigneurs, les religieux, les bourgeois qui se sont enrichis, investissent dans la vigne. Et alors là, c'est l'un des trous noirs de la documentation pour le moment, c'est qu'il y a beaucoup de vignes. Alors au Moyen-Âge, on boit beaucoup de vin. Le ministère de la Santé serait horrifié, mais c'est l'eau qui est un peu dangereuse pour la santé à l'époque. Donc il y a toujours beaucoup de vin qui est consommé. Les estimations pour certaines villes, ça peut aller à 2 litres de vin par personne, par jour en moyenne. Alors c'est pas du tout du vin qui a le même goût, non seulement qu'aujourd'hui, ni le même degré en alcool, mais il y a des consommations très importantes de vin. Donc soit ce vin était produit pour une consommation pour les habitants de Dinan, ce qui est possible, ou ce qui est aussi envisageable, mais là, ça serait dans la documentation qu'il y aurait outre-Manche, en Angleterre, c'est qu'une partie de ce vin soit expédiée en Angleterre. Il y avait des vignes en Angleterre, ça ne devait pas être terrible déjà à l'époque, mais enfin, les Anglais consommaient du vin, ils avaient du vin qui venait d'Aquitaine, mais on sait qu'il y a une partie de la production qui venait, par exemple, du secteur de La Rochelle, et donc Dinan, vu la quantité de lieux qui sont liés au vin, on peut émettre l'hypothèse d'un commerce du vin en direction de la Manche, alors, en direction soit de ce que nous on appellerait les Pays-Bas et Belgique d'aujourd'hui, soit en direction de l'Angleterre. Alors, quelle sorte de vigne? La documentation ne permet pas d'y voir très clair. Il faut plutôt imaginer des vignes un peu comme dans certaines régions espagnoles aujourd'hui, en Andalousie notamment, des vignes rampantes directement au niveau du sol. Et ensuite, c'est uniquement des hypothèses, mais une bonne partie du vin au Moyen-Âge, c'était plutôt du vin blanc, qui se conservait très peu, qui ne veut pas être fameux, parce qu'en général, c'est coupé avec du miel, avec des épices, ou avec de l'eau, tout simplement. Alors, soit vous mettez plus d'eau ou plus de vin en fonction de l'âge et du rang social, mais le vin est extrêmement consommé. Mais on a très très peu de données sur la culture du vin en Bretagne. On sait que c'était relativement courant, on en a à peu près partout. Au XIIe, XIIIe siècle, je ne vais pas dire que dans chaque village, vous avez des vignes, enfin, quasiment, parce que chaque religieux a besoin de vignes de toute façon pour le vin eucharistique. En général, à côté d'une ville, vous avez toujours la présence de vignes. On a ça à Fougères, on a ça à Rennes. À Rennes, on n'a pas une ceinture de vignes, mais enfin, on a quand même beaucoup de mentions de vignes. Mais à Rennes, ça se comprend parce que la population est nombreuse. À Dinan, ce qui étonne, c'est le nombre de mentions comparé à la taille de l'agglomération. Il y a une forme d'inadéquation entre le nombre de mentions écrites et la population de Dinan. Quand j'imagine une ville avec une activité économique importante, je me questionne sur la place de l'étranger à Dinan. Alors ça dépend de ce qu'on appelle un étranger. Un étranger au Moyen-Âge, il y a plusieurs définitions. L'étranger, ça peut être celui qui non pas est étrange, mais qui est différent. Il peut des fois venir simplement de 2-3 paroisses un peu plus loin. C'est-à-dire à 15, 20, 30 km, c'est un peu le rayon qu'on peut parcourir à pied. 5 km/h, on fait du 15 km par jour. En général, c'est l'aire d'attraction des marchés. Donc au-delà de 15-20 km, on rentre dans un monde qui est pas étrange, mais où il y a des étrangers. Alors ça peut être la même langue, la question n'est pas du tout celle-ci, mais on perd une partie de ces repères. La première catégorie d'étrangers, ça serait des étrangers proches. Et donc des gens qui viennent des campagnes. Donc oui, à Dinan, on a des gens qui viennent de Meillac, Bonaban, des localités qui sont dans un rayon de 25-30 km autour de Dinan. Ensuite, on a des étrangers qui sont entre guillemets plus familiers pour nous, qui viennent de plus loin. On a des individus qui portent des noms comme des noms ou des surnoms, parce que ça se met en place justement au cours du XIIe, XIIIe siècle. On a des individus qui sont appelés le Cahorsin. Le Cahorsin, c'est-à-dire qui vient de la région de Cahors. Alors, au XIIIe siècle, quand on appelle quelqu'un Cahorsin, on ne sait pas s'il vient vraiment de Cahors
ou si c'est quelqu'un qui fait du trafic d'argent. Parce que les habitants de Cahors étaient réputés pour être des proto-banquiers, si vous voulez. Ils manipulaient très bien l'argent. Peut-être des habitants de la région de Cahors qui sont installés à Dinan. Et puis on a également des mentions, mais alors c'est vraiment très très ponctuel et très fugace, hein. On ne sait pas s'ils sont résidents, des mentions de Lombards, d'Italiens. Qu'est-ce qu'un Lombard au XIIIe, XIVe siècle ? Ça peut être un peu flou. C'est-à-dire qu'un Italien du Nord, mais ce qui est véritablement de Lombardie, il peut venir de Florence, de Milan. On en trouve fréquemment au XIVe siècle. On a très peu de mentions. C'est-à-dire on a juste des noms. Par exemple, si on prend les Cahorsins, on a un individu, Jean Bartholomé, au XIIIe, XIVe siècle, qui est connu par une demi-douzaine d'actes. Et en fait, on voit que c'est quelqu'un qui manipule l'argent. Il prête. Quand il prête, on n'a pas de traces. Mais on a des traces quand les individus ne peuvent pas rembourser, puisqu'ils confisquent les terres. Les terres sont mises en gage, et les terres sont récupérées parce que l'individu n'a pas remboursé l'argent. On a un document écrit. Et donc, on voit cet individu qui fait du trafic d'argent. Alors, est-ce que c'était sa vocation première ? C'est-à-dire, il est venu à Dinan parce que c'est une ville qui était prospère, riche, pour faire un métier de banquier quasiment, si vous voulez, au XIIIe siècle. C'est possible, ou est-ce que c'est simplement un habitant de Dinan qui, à l'angle de prêter d'argent, parce que c'était un bourgeois local, a fini comme ça par avoir une sorte de contrôle sur les aspects financiers de la ville? C'est possible. Vraisemblablement, il y a un autre point qui compte, et c'est très mal connu pour le XIIe, XIIIe siècle, c'est le fait que le commerce, ce qu'on appelle le grand commerce, parce qu'on ne parle pas de commerce international, parce que ça n'a pas trop de sens, les nations au XIe, XIIe siècle, mais que le grand commerce, les rapports entre la Méditerranée et l'Europe du Nord, entre la façade atlantique, l'Angleterre et la Flandre, pour aujourd'hui, enfin ce qu'on appellerait la Flandre dans l'époque médiévale, les Pays-Bas, Belgique, il y a un dynamisme économique et donc il y a de plus en plus de bateaux qui circulent. C'est pas pour rien qu'à Dinan, on a d'abord un port qui apparaît. Alors vous allez me dire, à Rennes, à Fougères, c'est plus compliqué, mais quand on prend la façade littorale bretonne, il y a très peu de ports qui apparaissent. Dinan apparaît au XIe siècle et on a très souvent la présence d'Italiens, ce qu'on appellerait des Italiens, des Lombards, des Cahorsins dans les villes qui sont littorales. Et donc récemment, ils sont là parce qu'il y a du commerce, il y a de l'argent à se faire, ce sont des spécialistes des relations lointaines, des rapports avec la Flandre, avec l'Italie. Et donc ils viennent s'installer à Dinan, vraisemblablement non pas pour l'artisanat, au sens simple, mais vraisemblablement pour profiter de ce que nous on appellerait l'importation, l'exportation. Et c'est là où on revient sur deux éléments qui sont liés à Dinan. C'est la draperie, le travail des draps, du textile. Est-ce qu'une partie était exportée en Angleterre, exportée en Flandre ? C'est possible, hein. On a des bateaux qui traversent l'Atlantique, qui sont chargés de peaux. Et on en revient à la deuxième également activité documentée à Dinan, c'est le vin. C'est-à-dire que ces individus étaient installés ici parce que, alors non pas que le vin était spécialement réputé, hein, mais peut-être qu'ils savaient qu'il y avait une production qui permettait justement d'exporter en direction de la Flandre et de l'Angleterre. Donc Dinan a des activités diverses et importantes. Quel est son rayonnement commercial ? Alors le rayonnement commercial de Dinan est difficile à saisir. Il y a les sources qui nous parlent de Dinan, qui sont produites localement et qui nous montrent une ville qui contrôle un arrière-pays d'une quinzaine de kilomètres, ce qui est relativement classique. C'est-à-dire, pour approvisionner la ville, on s'aperçoit qu'un rayon de 15-20 km, c'est dimensionné à la taille de Dinan. Donc, en géographie, ce qu'on appellerait l'Interland, c'est-à-dire l'arrière-pays qui est dominé par la ville. Et puis, il reste toute une dimension qui nous échappe encore en grande partie, c'est l'ère de rayonnement. Alors, même si le mot rayonnement est un peu ambitieux, mais c'est est-ce que Dinan a des contacts avec justement le monde anglais, la Flandre. Et donc là, c'est notamment dans les sources anglaises ou dans les sources flamandes qu'il faudra les creuser. Alors les sources flamandes, c'est méconnu. Il y en a peu, mais par exemple les sources anglaises, ça existe à profusion. Il y a des milliers et des milliers de chartes anglaises qui parlent des villes et des agglomérations portuaires bretonnes. Donc vraisemblablement en fouillant dans ces milliers de chartes anglaises, je suis quasiment certain qu'on retrouverait des mentions de Dinan et ça permettrait de mesurer quelles étaient les agglomérations, les villes, les régions qui étaient en contact avec Dinan. Donc pour le moment, honnêtement, sur Dinan, je n'ai pas eu le temps de creuser la question, mais pour d'autres agglomérations bretonnes, on voit des contacts avec l'Irlande, avec ce que nous on appelle le Danemark, Londres, donc Pays de Galles. Enfin, tout ça est extrêmement connecté dès le XIIIe siècle, voire même fin XIIe siècle. Donc il est tout à fait possible que Dinan soit dans cette dynamique. Pouvons-nous nous rendre compte de l'importance de la ville de Dinan par le fait que le toponyme de Dinan soit mentionné dans les alentours ? Que le toponyme de Dinan soit mentionné comme repère, ça indique que Dinan était une ville relativement importante. C'est-à-dire que par exemple, si on va à Dol de Bretagne, on a dans plusieurs actes la mention d'un vieux chemin ou une vieille voie, une route qui mène en direction de Dinan.
la sortie de Dole, on savait qu'en empruntant la voie en direction de l'ouest, c'était la voie qui menait à Dinan. Donc ça a son importance, c'est à Rennes. D'ailleurs, il y a toujours des rues de Saint-Malo et rue de Dinan. Eh bien, au Moyen-Âge, au XIIIe siècle de mémoire, on a une voie également qui s'appelle la voie de Dinan. On a à Rennes, on est à vol d'oiseau à au moins une quarantaine de kilomètres, ce qui montre les connexions qu'il y avait entre Dinan et Rennes. Alors c'est tout à fait normal qu'il y ait des connexions. C'est pas parce que les gens circulaient... au Moyen-Âge, la circulation était beaucoup plus délicate qu'aujourd'hui, ou difficile. Mais en attendant, les gens circulaient. Et il y avait forcément des routes, des voies, des axes. Et donc, à la sortie de Rennes, en direction du nord-ouest, on empruntait la voie de Dinan. Donc, ce qui montre l'importance de Dinan, comme ça, une quarantaine de kilomètres de l'agglomération. Ça vous a plu? Vous souhaitez en savoir davantage sur Dinan et la Bretagne? Alors, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes et à en parler autour de vous. À bientôt!